votre travail à l'opéra est d'autant plus précieux qu'il est rare. Les quelques œuvres que vous avez portées à la scène sont par ailleurs très différentes les unes des autres. Qu'est-ce qui déclenche en vous le désir de vous emparer de tel ou tel opéra? Pendant longtemps, j'ai refusé de faire des mises en scène d'opéra pour plusieurs raisons. Je ne comprenais pas vraiment l'opéra en tant que forme, et ne savais pas où me situer par rapport à lui. Il me semblait qu'au XXe siècle l'opéra était devenu un art très élitiste, opaque par son langage, coûteux à produire, onéreux pour le public, quand du temps de Mozart, ou de Puccini, il était extrêmement populaire. Parallèlement, je n'étais pas familier de la voix d'opéra, qui me semblait lointaine, et irréelle, contrairement aux différentes formes de chant populaire que je connaissais. Ancrée dans la terre et aux prises avec la réalité, et dont les voix me laissaient sentir une connexion avec leur raison d'être originelle. J'avais l'impression qu'à l'opéra, comme pour le ballet, le médium est si élaboré que le lien avec la racine a été perdu. C'est au contact de mon frère, qui est compositeur, et parfait connaisseur de l'histoire de la musique, et, à travers une éducation que je me suis faite progressivement, que mes positions ont évolué. De manière générale, je suis lent dans le travail. C'est pour cela que fais peu de mise en scène. Cela me prend beaucoup de temps de comprendre l'œuvre, de m'installer en elle, et de voir comment on peut la transmettre à un large public. C'est Pierre Audi, alors directeur de l'Opéra national des Pays-Bas, qui a insisté pour que je mette en scène un opéra. Ce fut d'abord le Chœur du chien du compositeur russe Alexandre Raskatov, d'après le roman de Bulgakov. J'ai été fasciné par l'éclectisme de sa musique. Puis la flûte enchantée de Mozart, toujours à l'invité de Pierre Audi. Au fond, ce qui m'attire à l'opéra, c'est l'expression musicale, c'est-à-dire la possibilité de partager avec l'âme du public quelque chose qui va au-delà des mots. Trouver cette sorte d'expression musicale est d'ailleurs ce que je n'ai cessé de quêter, que ce soit à l'opéra ou ailleurs. Je cherche, en effet, à instaurer avec le public une forme de relation qui, comme dans une partition d'opéra, comporte plusieurs portées. Celle des violons, des bois, des percussions, etc. Comme cette année, lors de ma collaboration avec la chorégraphe Crystal Pitt, ou de l'adaptation en série de 12 épisodes d'un roman de fantasy pour la jeunesse. L'opéra n'est pas un art cloisonné par rapport aux autres formes sur lesquelles j'ai pu travailler. Toutes les formes d'art sont comme les différentes pièces d'un même puzzle. C'est d'ailleurs fascinant. Car, une vie ne suffirait pas à toutes les explorer. Berg parlait lui-même en son temps d'un problème de l'opéra, et s'étonnait presque de l'avoir résolu. Est-ce le même que vous diagnostiquez aujourd'hui? Et appelle-t-il le même type de réponse? L'opéra, au fond, se réalise à travers des gestes essentialisés. Tout compositeur d'opéra se fixe pour objectif, conscient ou inconscient, de trouver le geste qui saura traduire une appréhension essentialisée du monde, englober des sensations universelles. Puccini, par exemple, commençait par avoir en tête une mélodie captivante, puis il attendait, encore, et encore, que vienne le moment extraordinaire de la révélation de ce que serait le centre de son opéra. Tout se construit autour de ce moment précis, que j'appelle geste essentialisé. Très souvent, les metteurs en scène essaient de trouver pour l'opéra dont ils ont la responsabilité une solution semblable à celle d'un problème mathématique. Plutôt que d'essayer de trouver ce geste essentialisé que le compositeur a produit à partir de son subconscient le plus enfoui. Berg l'a trouvé de son côté, lié au motif de l'exploitation de l'homme par l'homme, tel que l'a révélé, dans toute son horreur, la boucherie de la Première Guerre mondiale. C'est ce qui l'a guidé dans la réduction de la pièce de Buchner qui, déjà, allait à l'essentiel sans s'embarrasser de ce qui est de l'ordre de la description du personnage, ou de la motivation psychologique. On assiste ainsi à l'enchaînement fatal de différentes formes d'oppressions exercées sur un homme, Wozzeck, à travers une série de courtes scènes que Berg a reliées par des interludes d'une qualité graphique et musicale novatrice en ce qu'il résume ce qui vient d'avoir lieu. Et annonce la suite, créant un effet de continuité qui s'élargit à l'ensemble de l'opéra. Celui-ci étant relativement court, il est donc possible de ressentir ce mouvement unique, ce geste musical essentialisé qui anime l'ensemble. En même temps, il s'agit d'un mouvement intérieur. La pièce est presque comme un immense acte de remémoration dans la conscience de Wozzeck. Comment percevez-vous le personnage éponyme, et que symbolise-t-il selon vous? Wozzeck raconte l'histoire d'un pauvre soldat de la fin du XVIIIe siècle. Un simple soldat, et non un officier. Qui fait l'objet d'expérimentations. Un docteur tente de déterminer ce qu'il advient d'une personne lorsqu'on la nourrit exclusivement de petits pois. Il utilise Wozzeck, et détruit sa santé mentale pour servir ses intérêts.
Voici typiquement le genre d'expérience que feront peu après les capitaines d'industrie capitalistes cherchant à augmenter leurs profits, en déterminant la plus petite quantité de nourriture qu'ils peuvent donner à leurs ouvriers, sans réduire leur performance. L'exploitation de Wozzeck annonce ainsi la tyrannie des structures patriarcales d'un monde capitaliste qui postule que l'on peut abuser des inférieurs. Buchner a remarquablement anticipé cette exploitation des travailleurs pour un profit toujours plus grand, qui prend son essor au XIXe siècle, et est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Où la plupart des vêtements que nous portons sont confectionnés par des travailleurs exploités dans des régions du monde qui n'ont pas le même accès aux richesses. Pour Berg, la découverte de la pièce, au moment de la Première Guerre mondiale, fut une révélation. Il a été profondément affecté par la manière dont les soldats ont été envoyés au carnage. Autre variante de ce système d'exploitation. Et, l'œuvre de Buchner lui a paru être un sujet idéal pour réfléchir à sa vie en musique. Qui, nécessairement, serait brutale et magnifique. Wozzeck est, sans aucun doute, l'un des plus grands opéras du XXe siècle. Lorsqu'il a été écrit, il reflétait certes la violence qui frappait le monde et ses conséquences terriblement destructrices sur la société humaine. Ce faisant, le questionnement politique et spirituel qu'il porte le hisse à la hauteur d'une méditation. Nous sommes de nouveau aujourd'hui au bord d'un précipice. La destruction est partout à l'œuvre. Bien que nous n'en soyons pas témoins de la même manière, de même que le vide spirituel et la corruption politique. La violence, la beauté, et la tendresse qui se dégage de Wozzeck en font, je pense, un poème de notre époque. Ce n'est pas juste un opéra, ni une pièce de théâtre, mais un poème qui nous touche, parlant à ce qui est, en nous, intemporel autant qu'actuel. Wozzeck est un personnage universel. Quel point de vue avez-vous choisi pour raconter cette histoire, et comment cela se traduira-t-il concrètement? Mes collaborateurs, et moi-même, nous sommes demandés, comment donner vie à cette pièce de façon à donner l'impression que nous l'entendons pour la toute première fois. Pour cela, nous avons voulu partir de la musique, et comprendre comment chaque seconde prend vie devant le public. L'histoire sera racontée du point de vue de Wozzeck. Tout tournera. Littéralement. Autour de cet homme malheureux, et brutalisé, et de son déclin physique, et mental. Il sera donc présent sur scène d'un bout à l'autre, y compris lors des scènes pour lesquelles sa participation n'est pas requise. Pourquoi? Parce que même dans les scènes où il est absent, Berg y fait constamment référence à travers la musique. On peut ainsi voir l'œuvre dans son ensemble, comme une image de la désintégration du corps, et de l'esprit de Wozzeck. Notre objectif sera donc de représenter ce qui est à l'œuvre dans la musique tout en incarnant simultanément la tragédie du protagoniste. Le décor sera suffisamment cinétique pour pouvoir se déplacer avec la musique, et pour que cette construction émotionnelle puisse se refléter dans le mouvement des chanteurs, et de l'espace qu'ils occupent. À travers la performance de chaque personnage sur scène, le décor se métamorphosera, changera, et évoluera, jusqu'à la dernière image qui agira comme une révélation. Il y aura donc un mouvement perpétuel tout au long de l'opéra qui, une fois commencé, ira inexorablement vers sa conclusion. L'espace devra par ailleurs donner le sentiment d'inhabitabilité, d'un endroit clos d'où l'on ne peut s'échapper. Il faudra encore faire un sort au grotesque propre à cet opéra, proche des dessins de Georges Grosz, tout en évitant qu'il n'éloigne du réel, car, sous la musique, et, dans la pièce de Buchner, il y a une forte réalité. La condition humaine est à la fois une comédie et une tragédie. Comme toujours, il faut que le public ressente quelque chose. Il ne faut pas qu'il se sente éloigné par une sorte d'exercice de style, mais, au contraire, entièrement impliqué. Le meilleur médium pour cela, c'est le corps humain. Parce que finalement, cela commence avec un homme, et, à la fin, cet homme meurt. Tel est le voyage proposé. Il faut que l'on éprouve la peine de ce corps, au fur et à mesure que l'on prend part à ce voyage musical. Bien sûr, lorsque je travaille avec les interprètes, l'implication physique est extrêmement importante. Il y aura aussi sur scène un chœur d'acteurs, en même temps que le chœur de chanteurs. Il faudra établir une communication entre tous, de sorte que le corps même devienne un élément scénique. Nous célébrons cette année les 75 ans du Festival d'Aix-en-Provence. C'est votre 3e venue, et l'entrée de Berg au répertoire. Que représente pour vous un tel festival aujourd'hui? Participer à ce festival est un immense privilège. Je repense à la situation du pays en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, qui a laissé la France dans un état de division et de destruction important. Il y avait un vide physique,
et peut-être même spirituelle. Un certain nombre de connaissances que j'ai en France, en particulier des contemporains de ma mère ayant combattu aux côtés de la France libre, en ont témoigné. Les gens étaient en quête de sens. La création des festivals d'Aix-en-Provence et d'Avignon a en partie visé à combler ce vide. Je vois là un lien très fort avec l'époque que nous traversons actuellement, qui se caractérise elle aussi par une forme de destruction à la fois physique et morale. Celle de l'environnement causé par le développement continu, et une sorte de vide spirituel dû à la pratique du double discours et de la dissimulation. Aujourd'hui comme au temps de la Seconde Guerre mondiale, les gens ne savent plus très bien ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Face à ce vide, les festivals et toutes les formes d'art ont un immense rôle à jouer. Un festival comme celui d'Aix-en-Provence qui, certes, se concentre sur l'art lyrique, mais, dont le rayonnement s'étend bien au-delà de la ville d'Aix, via notamment ses programmes éducatifs, est absolument incontournable pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui. On considère souvent l'opéra comme élitiste, sophistiqué hors de portée. Mais le Festival d'Aix, sous la direction de ses derniers directeurs, et grâce à l'investissement de toutes les personnes impliquées, a, au contraire constamment cherché à rendre cet univers plus accessible. L'art est, maintenant un espace de résistance. C'est ce qui le rend extrêmement important. Voici ce que représente le Festival d'Aix-en-Provence à mes yeux. Un lieu de résistance. Il y a, en outre, quelque chose de fascinant dans ce désir émané de l'inconscient collectif de se réunir pour essayer de comprendre, dans la communion artistique, où l'on en est, à un moment donné. Cela relève du rituel, et il n'est pas anodin que les deux festivals d'Aix et d'Avignon aient leurs assises historiques dans un endroit sacré. Là où le sacré et le social sont indivisibles.